BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Sur les marchés, il faut toujours garder l'œil, le regard tourné vers l'horizon long de l'investissement long terme. Et parmi les thématiques long terme, bien sûr, l'investissement responsable contre le réchauffement climatique pour plus de vertu dans les pratiques sociales et de gouvernance des entreprises. Cette thématique, cette façon d'investir continue de monter en puissance. Stéphane Prévost vient de nous rejoindre pour la financière responsable, la bien nommée financière responsable. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur notre plateau. D'ailleurs, on parle énormément depuis le début de l'année des incroyables performances du charbon, du gaz, du pétrole sur les marchés financiers avec les hausses de cours. Total Energy a progressé de plus de 10% depuis le 1er janvier par exemple. Seules ces valeurs-là dans l'énergie progressent ou on voit aussi des valeurs de la transition énergétique malgré tout bien s'en sortir ? Oui, vous avez raison de le souligner parce que dans le domaine des énergies renouvelables, il y a aussi des performances intéressantes. Alors il y a quand même une distinction à faire dans les énergies renouvelables entre les acteurs équipementiers qui eux marquent des reculs de performance comme les marchés actions en général depuis le début de l'année. Si on prend une société comme Nordex qui équipe dans l'éolien offshore, c'est moins 30%, Siemens Gamesa moins 15%, Vestas. Donc les équipementiers, les équipementiers du secteur souffrent. Alors c'est vrai que cette contre-performance, on l'enregistre avec la hausse des coûts des matières premières, des métaux, l'impact de l'inflation et la hausse du coût des financements des projets. Il n'est sans doute pas étranger dans la façon dont le marché intègre ces nouvelles dans les cours de bourse de ces acteurs. Alors par contre, si on regarde du côté des opérateurs, on a des performances positives, ça résiste plutôt bien. Iberdrola, 1% depuis le début de l'année, Neoen, Voltalia, on est dans des territoires positifs parce que on a justement cette demande en énergie renouvelable, cette transition énergétique, ce pricing des énergies renouvelables. Et cette logique de demande relativement importante qui fait que les cours de ces acteurs sont plutôt soutenus. Et donc on a là-dessus, je pense, des supports d'investissement, des cas d'investissement à regarder en étant tout à fait sélectif. On va en parler donc, mais depuis le début de l'année, dans l'univers de la transition énergétique, ce sont les opérateurs qui s'en sortent, oui, alors que les équipementiers souffrent des hausses des prix des matières premières. Ouais. Autant les utilities traditionnelles pouvaient amener servir un peu de valeur refuge, mais compte tenu de la décarbonation et du besoin qu'on a d'aller vers des énergies de plus en plus propres, c'est clairement ces opérateurs qui affichent des performances, on va dire, comprises entre 7 et 10% pour les acteurs que j'ai nommés. Et quel regard est-ce que vous portez sur la nécessité d'exclure certains secteurs des portefeuilles dits responsables ou verts ? Par exemple, les pétroliers, ils cartonnent, c'est vrai, depuis le début de l'année. Alors un certain nombre d'entre eux portent aussi des transformations, mixent leurs usages et peu à peu se lancent aussi dans la transition énergétique. On parle toujours de Total Energy, il n'y a pas que Total Energy. Est-ce que pour vous, il faut exclure ces groupes-là parce que ce sont d'abord des pollueurs, parce que pétroliers, ou est-ce qu'il faut parfois savoir les intégrer dans les portefeuilles verts ? Vous soulignez un dilemme pour des investisseurs. Alors nous, on n'a pas de critères d'exclusion autour du pétrole. On en a un sur le charbon thermique qui est très clair. On a une politique charbon à deux niveaux, au niveau global, au niveau de la production des producteurs, des entreprises qui ont un lien direct avec le charbon thermique, et puis indirectement au niveau du mix des entreprises. Mais là, il faut creuser les choses et on a un peu une page blanche à écrire parce que l'information disponible dans les entreprises est plutôt limitée. Concernant le pétrole, il y a un peu un principe de réalité, un principe de temporalité. Aujourd'hui, on a quand même des économies qui fonctionnent au pétrole. Le souci que j'ai en termes de gérant, en termes de performance, mais après en termes de philosophie d'investissement pour la financière responsable est double. D'abord, s'appeler LFR Euro Développement Durable et avoir 20% de pétrole dans le portefeuille, ça pose une difficulté conceptuelle que le client pourrait mal comprendre quand on lui parle de gestion socialement responsable, dans la mesure où introduire une valeur telle que Total Energy, qui est une valeur plutôt bien gérée, qui a de l'ESG, alors où il y a des controverses comme pour toutes les entreprises du secteur, ça amène un devoir de clarification, mais ça introduit une volatilité de la performance, comme vous le disiez, liée au baril de pétrole. Or, on est dans l'incapacité de faire de la géopolitique en permanence et de prévoir le prix du baril de pétrole. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on va déformer l'empreinte carbone du fonds.
que ce soit en absolu ou en relatif. Et donc, il faut être extrêmement prudent dans la façon dont on va gérer ce type d'approche. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé, malgré une déformation qui aurait pu être acceptable, de toute façon de ne pas intégrer une société comme Total, parce que nous estimons que sa stratégie dans les énergies renouvelables reste malheureusement accessoire. Et les promesses de neutralité carbone 2050 sont un horizon beaucoup trop loin pour pouvoir apprécier la capacité réelle de l'entreprise, même si elle met 1 milliard de capex. Vous avez vu que dans des projets récents, projet gazier à 26 milliards de dollars, on reste vraiment dans quelque chose qui n'est pas une inflexion du business model de l'entreprise. Donc là, on ne peut pas tromper le client sur la promesse qui est faite en matière de développement durable. D'accord. Même si vous n'excluez pas. Même si on ne l'exclut pas. Et c'est pas parce qu'on n'exclut pas une activité qu'on est obligé de l'avoir ou qu'on a à l'avoir en portefeuille. Et alors à l'inverse, est-ce qu'on peut illustrer votre vision de l'investissement responsable à travers une valeur dans laquelle vous croyez que vous pouvez mettre en avant parce qu'elle est bien présente, bien positionnée, forte dans vos fonds? Et on rappelle, l'investissement responsable, c'est bien sûr la lutte pour l'environnement, mais ce sont aussi des critères sociaux, de gouvernance. Voilà, une société dont vous vous dites qu'elle est bonne, qu'elle est vertueuse sur le E de environnement, oui, le S de social et le G de gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en présenter? Alors, il y en a, il faut chercher. Dans les énergies renouvelables, on a mis une société comme Iberdrola, je citais tout à l'heure, qui est un pure player dans les énergies renouvelables. Alors c'est un géant dans les énergies renouvelables, hein. C'est un des leaders mondiaux qui est développé à l'international, 40% de son chiffre d'affaires en Europe, 60% dans les Amériques, Nord et Amérique du Sud. Et le métier d'Iberdrola, c'est à la fois de produire de l'électricité. Bon, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires. 60% de ce chiffre d'affaires, 66%, c'est de la production d'électricité, dont la moitié est déjà strictement renouvelable. Il y a 15% de nucléaire et il y a 35% de production à base de gaz parce que, vous le savez, à côté de l'hydroélectrique, du solaire et de l'éolien, il y a une intermittence des éléments de la nature qui font que, pour répondre à des besoins d'énergie, il faut quand même un mix diversifié, même si celui-ci tend à se réduire. Ensuite, il y a un tiers du chiffre d'affaires qui est lié dans les réseaux, la tenue des réseaux et la maintenance. Parce que produire de l'énergie, c'est bien, mais avoir des réseaux efficients, c'est extrêmement important parce qu'on a des déperditions fortes. Et donc, Iberdrola a une activité secondaire très importante, très significative et une capacité à proposer ce type d'offres et à accompagner des autorités publiques, des gouvernements ou des entreprises privées dans le secteur. Donc il y a, on parlait tout à l'heure d'inflation, vous voyez que un tiers du chiffre d'affaires d'Iberdrola sur les 40 milliards de chiffre d'affaires est ce qu'on appelle régi par des PPA, des Power Purchase Agreements, qui sont des accords de long terme où les entreprises achètent, et là il y a une capacité à transférer les hausses de coûts des énergies renouvelables. Donc pour avoir des mix de production plus propre, donc des industriels, des distributeurs, on retrouve tous les secteurs d'activité. Alors cette stratégie de développement des énergies renouvelables, vous avez raison, elle est soutenue par une politique sur le E et le SEG qui est assez remarquable. Alors on est en face d'une stratégie de volume-coût, une gamme assez large sur les énergies renouvelables et une capacité par une courbe d'expérience très forte à avoir des rentabilités fortes et une très bonne gestion de projet. Parce que le marché espagnol était historiquement très compétitif et on est en face d'un acteur qui est issu totalement d'une fusion dans le secteur privé. Alors, ça donne quoi sur le S? Ça donne 99% des effectifs en CDI. Voilà, quelle vertu sociale aussi, vous avez parlé des pratiques environnementales et de l'utilité environnementale d'Iberdrola. Donc sur le E de ESG, vous estimez que le titre et le groupe coche le E. Sur le S, sur les pratiques sociales, vous estimez aussi qu'investir dans Iberdrola, c'est responsable. Oui, parce que vous avez 99% des emplois qui sont en CDI et vous avez également des taux d'absentéisme, des taux de turnover du personnel qui sont très faibles et qui sont plus faibles que chez les grands opérateurs. Vous avez aussi des politiques de formation très avancées. Ça, c'est pour la maîtrise et la qualité d'exécution des projets. C'est directement corrélé à cet aspect. 60 heures de formation par salarié. Il y a 30 000 salariés chez Iberdrola. Quand vous allez voir un géant comme Enel, vous tombez plutôt aux alentours de 39 heures, je crois, de mémoire, et 25 heures chez le concurrent qui arrive derrière. Alors ensuite, il y a aussi la gouvernance qui est plutôt bonne. Vous avez un management qui a des critères de rémunération qui sont reliés aux ODD et qui sont reliés... Objectifs de développement durable. Objectifs de développement durable, pardon. De l'ONU. Pour l'anachronisme, mais également pour l'abréviation, pardon. Et puis également, vous avez
43% de femmes dans les comités de direction. Et sur le E, c'est pas totalement terminé, parce que outre l'activité sur le critère environnemental, vous avez déjà aujourd'hui 86% des investissements de l'entreprise qui sont alignés avec la taxonomie européenne. Ah oui. Donc ça, c'est quand même assez significatif compte tenu de la réglementation qui arrive. Vous avez déjà aujourd'hui 80% de l'électricité qui est produite avec zéro carbone en Europe. Donc neutralité qui sera atteinte vraisemblablement avant 2030 et 2050 au niveau mondial, puisque je vous ai expliqué que le groupe était international. Et puis vous avez une très faible consommation d'eau, parce que l'eau qui est utilisée, c'est de l'eau de refroidissement, elle est remise dans l'environnement. Et de surcroît, quand on regarde Iberdrola, eh ben, on achète aussi l'avenir, parce que s'il y a une capacité installée aujourd'hui de production de 50 gigawatts, le groupe prévoit d'investir et d'augmenter de 50% de 30 gigawatts dans les prochaines années d'ici 2025. Ça représente 60 milliards d'investissements, des capacités supplémentaires. Et tout ça va permettre de travailler la profitabilité, de travailler les économies d'échelle, et ça permet d'entrevoir, pour un groupe qui aujourd'hui est pas très endetté au sein du secteur, et donc a une capacité d'effet de levier importante, génère des cash flows de plus en plus croissants. Il y a un upside sur le titre, condition bien sûr que les investissements se réalisent, mais ça, il n'y a pas trop de difficultés, puisque aujourd'hui, on est dans ces projets. La capacité d'exécution et la hausse de profitabilité. Donc, on voit très vite 20% d'upside sur les niveaux actuels. 20% de potentiel de hausse supplémentaire par rapport au niveau actuel sur Iberdrola. Donc, absolument. Vous conservez dans vos portefeuilles, on l'imagine, du coup. Tout à fait. À la financière responsable. Bon, opérateur de la transition énergétique, mais on a envie de dire, et on va devoir s'arrêter dans une minute, donc il va falloir aller vite malheureusement, mais on a envie de dire, mais ok, pourquoi pas investir, et surtout c'est nécessaire dans la transition énergétique, mais dans ce cas, pourquoi ne pas intégrer au portefeuille vert des opérateurs miniers, puisque pour fabriquer des éoliennes ou du solaire, il faut des métaux, il faut donc des mines pour aller trouver ces métaux. Et là, on voit que c'est plus rare. Souvent, les acteurs de la gestion d'actifs nous disent, ben non, dans un portefeuille vert, on va quand même pas mettre de mines. Ben oui, mais bon, les éoliennes et solaires, il n'y en aura pas s'il n'y a pas de mines. Ben parce que pour la plupart de ces géants mondiaux, d'abord, vous avez toujours des expositions charbon sur des sociétés comme Glencore, par exemple, qu'on peut citer. Et là, il n'y a pas que du charbon thermique. Hein. Donc là, on est vraiment en contradiction avec la recherche de transition énergétique. Charbon, oui. Et puis ensuite, d'une façon générale, le niveau d'information sur les pratiques, les fameuses pratiques ESG, et la façon dont on va gérer l'impact environnemental des activités, les provisions qui sont faites pour respecter les réglementations pour la réhabilitation des sites une fois qu'on fait l'arrêt de l'activité, ben malheureusement, le niveau d'information est plutôt assez limité aujourd'hui et permet pas d'avoir une visibilité sur le long terme. Et donc, quand vous achetez une action de ces entreprises, on considère que le bilan, vous ne savez pas ce que reflète tout à fait le bilan de ce point de vue des provisions environnementales où il y a encore beaucoup de choses à faire, malgré les réglementations existantes. Stéphane Prévost et ses convictions, la financière responsable régulièrement à nos côtés. Merci Stéphane d'être passé nous voir. Et donc ce cas d'investissement Iberdrola que vous nous avez proposé aujourd'hui.